Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et questions sur l'actualité du numérique. Je commencerai par le sujet chaud du moment, la 5G. Alors hier, c'était évidemment le coup d'envoi des enchères pour l'attribution de nouvelles fréquences aux opérateurs français et ce fut également la journée qu'Ericsson a choisie pour partager son expérience d'équipementier télécom. J'interviewerai dans quelques instants l'un de ses représentants, Christian Léon, sur les enseignements à retenir des premiers déploiements à l'étranger. J'aurai aussi Victoire Sicora pour présenter les news à travers le prisme des réseaux sociaux et le cœur de cette émission lui sera consacré à la cybersécurité et plus particulièrement à la politique de la France. Pour cela, j'aurai un député, l'ambassadeur du numérique et un fournisseur de solutions en plateau. Enfin, notre rendez-vous hebdomadaire Game Business sera consacré à l'e-sport. Mais d'abord, bonjour Christian Léon. Vous êtes directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe et Amérique latine. Vous avez passé les 15 dernières années plutôt à l'étranger. Oui. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, savoir ce que nous apprennent nos voisins. On va commencer par les Européens en matière de déploiement de la 5G. En termes de déploiement de la 5G, en Europe, les pays leaders, ce sont la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont toujours pas attribué leur licence, dans la même situation que la France. Et de façon globale, l'Europe n'est pas en tête de peloton, on va dire. Il y a d'autres continents qui ont vraiment accéléré l'adoption de la 5G. Est-ce que vous voyez justement une modification entre les pays qui se sont lancés et ceux qui attendent? Qu'est-ce que ça a changé? Alors en fait, les pays qui sont vraiment à la tête, ce sont les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine. Je parlais en Europe déjà. Oui, est-ce que ça a changé? En fait, quand on sort de la pandémie et quand on est au milieu d'une crise et qu'on cherche à en sortir, en fait, d'investir dans le réseau télécom, on a vu que les télécoms, c'était une infrastructure critique pendant la crise. D'investir dans les télécoms, c'est vraiment une plateforme pour rebondir. Et ce sont vraiment les thèmes essentiels qu'on voit en Angleterre, qu'on voit en Suisse, en Allemagne, d'où les investissements derrière dans la 5G. Un levier économique. Oui. Alors on va effectivement partir un petit peu plus loin. Aux États-Unis, vous avez passé une grande partie de ces dernières années. Comment ça se passe là-bas? C'est un réseau tout à fait différent. C'est un réseau en plus de la 4G. La 4G est déjà en termes de qualité très très bonne. Les opérateurs ont du mal à se différencier en termes d'offres clients sur la 4G. Et donc il y a une logique économique derrière en fait. Ils poussent la 5G avec des objectifs très ambitieux pour essayer d'attirer des clients, d'attirer des nouveaux services, d'attirer du revenu. Mais c'est pas uniforme sur tout le territoire aux États-Unis. Pas encore. Il y a un opérateur comme T-Mobile qui a des fréquences sur tout le territoire qui peuvent déployer et ils vont l'atteindre, je dirais, au cours de 2021. D'autres opérateurs comme AT&T, Verizon, ils ont des bandes de fréquences qui sont pour le moment plus difficiles, c'est millimeter wave. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Et quand vous dites qu'ils poussent les utilisateurs à basculer sur la 5G, ils font ça comment? Ça veut dire que les prix ne sont pas beaucoup plus élevés, typiquement? Ça dépend en fait. Si votre forfait est en haut de fourchette, avec on va dire un forfait illimité, typiquement la 5G vient dans le forfait. Mais par contre, vous avez accès à des débits, à des termes de latence, d'offres clients, de types de services qui sont en plus dans l'offre en fait. D'accord. On part en Asie. Oui. Comment ça se passe là-bas? Alors les deux premiers pays qui ont lancé la 5G, c'était les US, on en a parlé. L'autre, c'était la Corée du Sud. La Corée du Sud, je dirais que la qualité du réseau 4G est encore meilleure. Et donc, pour se différencier, la 5G, maintenant, ça couvre plus de 93% de la population sur les nouvelles bandes de fréquences. Donc, maintenant, il y a des services à l'utilisateur qui sont nouveaux, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du online gaming, qui sont vraiment... qui commence en fait à porter de l'innovation sur l'économie en termes d'utilisateurs consommateurs. Ça fait partie de la complexité de la 5G finalement, c'est que c'est un besoin industriel du côté des opérateurs qui est évident et c'est moins évident du côté de l'utilisateur. Alors on pense en tant qu'Ericsson que on va dire que la vraie valeur ajoutée de la 5G, ça sera du côté industrie en fait. Oui. Si on regarde la 4G, ça a vraiment créé une différence sur l'utilisation, on va dire sur les utilisateurs. La 5G, en plus des utilisateurs, va vraiment faire une différence au niveau industriel. En apportant des solutions, c'est-à-dire si on prend par exemple une usine de production, où il y a énormément de câbles, de connectiques, on peut enlever tous les câbles, on peut réaliser exactement la même chose sans câble avec de la 5G. Et donc là, ça apporte de la productivité sur des sites et faire une différence avec la 5G dans l'industrie.
Et on va voir arriver du coup de nouveaux usages aussi, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Et si on reprend l'exemple américain, parce que vous avez travaillé de manière étroite sur le déploiement avec l'opérateur Verizon, Oui. l'opérateur américain, comment ça s'est passé concrètement? Ça a pris combien de temps? Est-ce que tout s'est passé correctement? Alors en fait, Verizon a lancé une pré-5G à la fin 2018, avant les standards, pour vraiment tester la technologie. Et ils ont lancé avec le standard 5G en avril de l'année dernière. C'était le premier opérateur au monde à lancer la 5G. Effectivement, en fait, en termes de déploiement technique, comme ils étaient les premiers, ça a pris du temps en fait de pousser la technologie. La bonne nouvelle, c'est que pour nous en France, en 2021, la technologie est mature. La taille critique a été atteinte. Donc c'est beaucoup plus facile de déployer de la 5G aujourd'hui que ce qui était le cas il y a un an. Alors vous dites que c'est, en tout cas au moment de l'Ericsson Day que vous avez ouvert à tout le monde a pu suivre cet événement, vous présentiez la 5G comme un moteur de résilience économique. En quoi ça permet de mieux amortir des chocs comme ceux qu'on a vécus? Alors en fait, pour nous, la 5G, c'est une plateforme d'innovation. De la même façon qu'on a construit des voies ferrées, qu'on a construit des autoroutes, de la même façon qu'on a construit la 4G, et après des nouveaux services, je dirais énormément d'innovation a été apportée sur ces services. Pour nous, la 5G, c'est la même chose. Si on construit, on va dire, une infrastructure 5G dans le pays, on va derrière apporter justement de la résilience sur l'économie, parce que on va créer de l'innovation. Et sur nos industries, si par exemple on veut relocaliser des usines de production en France, avec de la 5G, on peut être compétitif en termes de coûts. Bon, alors vous entendez les controverses qu'on a sur ce sujet-là en France. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont plus importantes d'ailleurs ici que chez nos voisins européens ou aux États-Unis? Alors par rapport aux États-Unis, ça a été un petit peu un choc quand je suis rentré en France en début d'année. C'est pas du tout un thème qui est abordé en termes de, je dirais, les controverses qu'on entend sur la 5G en France. Les seuls, je dirais, débats qu'on a sur la 5G aux US sont associés en fait à mettre la 5G dans les paysages urbains. C'est la même chose qu'on avait eu sur la 4G en termes de discussion avec les acteurs locaux pour s'assurer qu'en fait... Sur les antennes. Ouais, sur les antennes, exactement. Ça, c'est les seuls, je dirais, pas controverses, mais discussions que j'ai pu entendre aux États-Unis. Je pense que la France, de ce point de vue-là, est un petit peu unique. Oui, parce que peut-être on n'en a pas parlé suffisamment en avance, on n'a pas suffisamment expliqué. Sans doute qu'une des premières étapes du déploiement de la 5G, c'est ça, c'est de communiquer, d'expliquer ce que c'est exactement. Je pense que pour moi, la première chose à expliquer, c'est que les lois de la physique n'ont pas changé entre la 4G, la 5G ou la 2G. La 5G utilise des bandes de fréquences de la même façon que la 4G utilise des bandes de fréquences. De ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau en fait. Alors hier, on avait en invité ArtFi qui nous expliquait que c'était même une opportunité finalement pour les opérateurs et les fabricants de smartphones de travailler ensemble pour optimiser la manière dont on va capter le signal, la réception des terminaux et du coup abaisser aussi les émissions d'ondes qui sont provoquées par ces nouveaux réseaux. Merci Christian Léon, directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora. Bonjour Victoire, quels sont les posts qui ont retenu votre attention? Alors on commence aujourd'hui avec le tweet de Tom Minéar, le rédacteur en chef de la section politique du Herald Sun. Dans son tweet, il a relayé l'information sur l'extension de l'usage de la reconnaissance faciale. En Australie, Delphine, ce dispositif va bientôt être utilisé pour voter, mais aussi pour accéder à d'autres services gouvernementaux comme Job Seeker, la plateforme de recherche d'emploi australienne. La reconnaissance faciale sera aussi mobilisée dans l'accès aux services médicaux comme Medicare ou encore pour déclarer une situation de banqueroute ou enregistrer un drone. Et pour déployer cette technologie coûteuse, le gouvernement australien n'a pas hésité à mettre 250 millions de dollars australiens sur la table pour un budget total de 800 millions qui permettra un déploiement en seulement quelques semaines. Les Australiens sont plutôt frileux à ce déploiement massif et n'ont pas hésité à comparer l'Australie et la Chine sur Twitter. Je vous lis un tweet, c'est bien beau de condamner la Chine pour des pratiques et ensuite de se les approprier. En Australie, il y a déjà 1,6 million de personnes qui utilisent la reconnaissance faciale pour accéder à 70 services gouvernementaux en ligne et ce quotidiennement. Le hashtag du jour ?
C'est le hashtag 5G, on vient encore d'en parler sur le plateau de Smartech. La France a officiellement lancé les enchères pour la 5G, un sujet qui fait débat sur les réseaux. Rien que sur Twitter, il y a plus de 250 tweets par heure sur le sujet. Et en 24 heures, Cédrico a tweeté ou retweeté 6 posts sur la 5G. Côté internaute, certains se sont interrogés sur le type de fréquence mise aux enchères. D'autres critiquent ce lancement dans un contexte polémique. Alors les enchères ont commencé hier. Bouygues, Free, SFR et Orange vont se répartir les 11 blocs de fréquences disponibles. Ils ont chacun obtenu, vous le savez, un bloc de 40 MHz au prix de 350 millions d'euros. Mais 110 MHz sont encore en jeu. Au total, l'État espère récupérer 2,17 milliards d'euros. Ces dernières enchères se feront bien sûr à huis clos. Chaque tour d'enchère dure 30 minutes avec un maximum de 8 tours par jour. L'ARCEP mise sur la fin des enchères dans 10 à 15 jours. On poursuit avec une vidéo. Oui, dans cette vidéo, vous pouvez découvrir la dernière montre connectée de Huawei en unboxing. C'est la Huawei Watch GT2 Pro. Et elle s'inscrit dans un positionnement haut de gamme avec une autonomie de 2 semaines. Alors les tweetos sont conquis tant sur le potentiel technique de la montre que sur le design. Et il y a de quoi, elle est adaptée aux sportifs avec des fonctionnalités spécifiques. Les sportifs peuvent en effet choisir leur sport favori parmi plus de 100 entraînements différents. Côté santé, la montre propose un suivi du stress, rythme cardiaque, mesure de la saturation en oxygène ou encore évaluation du sommeil. Et pour le design, vous le voyez, un écran en verre saphir, un boîtier en titane et un dos en céramique. Elle est en vente au prix de 300 €. On termine avec une vidéo étonnante d'un propriétaire de Tesla. Oui, alors vous le voyez, personne sur le siège conducteur. Vous le voyez dans cette vidéo partagée des milliers de fois sur Twitter, le propriétaire du véhicule est assis sur le siège passager. Sa Tesla Model X avance le long d'une autoroute de Caroline du Nord, toute seule. Grâce à l'autopilote, sur les réseaux sociaux, il y a clairement 2 clans. Ceux qui pensent que c'est un risque énorme en termes de sécurité pour le conducteur ainsi que les autres passagers et bien sûr les autres conducteurs. Et ceux qui sont carrément emballés, qui explorent déjà les possibilités à venir. On rappelle que pour le moment, c'est totalement interdit de ne pas être derrière le volant. Absolument. Christian Léon, une actu qui vous a fait réagir ces derniers jours? Une actualité, on a fait une étude consommateur sur la France. Si on lance la 5G en France, on pense qu'il y aura 3,5 millions d'abonnés qui passeront sur la 5G au moment du lancement. Instantanément. Oui, c'est, je dirais, très positif en termes d'attente. Merci Christian Léon, directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe. Merci Victoire Sicora. C'est l'heure de notre débat sur la politique de la France en matière de cybersécurité. Aujourd'hui s'ouvre la 2e édition de la Paris Cyber Week, un rendez-vous européen qui rassemble des experts et décideurs publics, privés autour de la transformation numérique. Et la cybersécurité sera l'un des thèmes majeurs de ces 2 journées. Mes invités font d'ailleurs partie des speakers notables de l'événement. Éric Botorel, député LREM des Côtes-d'Armor. Vous êtes engagé politiquement sur les questions du numérique et à titre personnel, vous avez travaillé dans les années 90 pour des sociétés de services et distribution informatique et vous étiez aussi réserviste de la cyberdéfense opérationnelle. Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques, où on vous retrouve aussi membre du conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom, membre du comité de prospective de l'ARCEP et comité aussi de prospective de la CNIL. Marc Norlin, directeur général d'Ariane Next, vous concevez des solutions d'identité numérique, vous sécurisez cette identité, vous sécurisez les documents, vous travaillez sur la signature électronique et on vous retrouve notamment derrière le système France Connect quand on se connecte et qu'on effectue des démarches administratives en ligne. Bonjour à tous les 3. Alors notre sujet, donc vous l'avez compris, c'est la cyberdéfense. Quelle politique pour la France? Éric Botorel déjà, au sein du gouvernement, qui est en charge de la cybersécurité? Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre que c'est d'abord une très belle agence qui rapporte au Premier ministre. L'ANSSI. L'ANSSI. Et quand je dis une très belle agence, je pense que c'est celle qui compte parmi les plus belles agences au niveau international, en charge des questions de sécurité et de sécurité des réseaux et de cybersécurité. Et cette agence, dont le patron est Guillaume Poupard, rapporte directement au Premier ministre. On peut considérer que la cybersécurité, c'est d'abord une affaire transversale qui ne peut pas être attachée à un seul ministère. Henri Verdier, dans votre lettre de mission, il y a 4 domaines qui sont mentionnés, de l'action, de la diplomatie numérique. Alors moi, j'ai retenu celle-ci, garantir la sécurité internationale du cyberespace à travers la promotion de la stabilité et de la sécurité internationale dans le cyberespace. Comment est-ce que vous procédez? On fait la diplomatie. Et le numérique est en train de changer la diplomatie, ce qui est quelque chose de vraiment nouveau.
Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a 3 familles d'actions. D'abord, nous protéger. Et donc, la France a effectivement la chance d'avoir une des meilleures agences au monde. L'Europe a besoin de se mettre en sécurité, de construire des coopérations. Nous avons besoin d'avoir un dialogue permanent avec nos alliés ou avec des pays moins alliés, mais avec qui il faut se comprendre et s'expliquer. Et donc, il y a un engagement fort. Deuxièmement, il y a un énorme travail international sur le droit international du cyberespace. Donc, le droit qui régule les comportements entre États, la cyberguerre, et ça on le négocie à l'ONU, mais aussi la coopération policière pour échanger des informations, des solidarités, etc. Et puis, troisième et dernier point, tout ça, ça ne suffit pas en fait. Et je crois que la France peut s'honorer d'avoir pris une initiative qui s'appelle l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui est la plus grande initiative au monde multi-acteurs. Il y a 650 entreprises, 350 ONG, 78 pays qui coopèrent et qui a commencé à se demander, bon, au-delà du droit, au-delà des relations entre États, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et par exemple, qui est en train de travailler le thème de la responsabilité des acteurs systémiques. C'est-à-dire qu'après tout, la sécurité, ça commence par les logiciels que nous recevons, par les infrastructures que nous déployons. Et je le dis comme ça, on va peut-être en parler pendant tout ce débat. Par rapport, si on compare par exemple au nucléaire civil, clairement, on bâtit nos sociétés sur l'informatique et on ne fait pas assez attention à la solidité et à la sécurité de ces infrastructures. Alors, très, très bonne transition. Marc Norlin, donc DG d'Ariane Next. Vous êtes un fournisseur de solutions, donc vous pourrez répondre à cette question. Mais moi, d'abord, ma première question, c'est quel est le niveau de fraude que vous constatez sur l'identité numérique ? Quelle ampleur ça a pu prendre là, ces dernières années ? Alors, l'usurpation d'identité en ligne ou la fabrication de fausses identités en ligne, c'est évidemment un phénomène qui a tendance à s'accroître ces dernières années. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de services qui sont intéressants pour les fraudeurs, parce que les moyens de frauder deviennent à la portée de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc c'est un phénomène qui croît. Ça va être très dépendant des services attaqués par les fraudeurs, mais vous pouvez vous attendre à quelque chose qui est de l'ordre du 1 pour 1000 sur des transactions. Voilà. Ça, c'est assez courant. Ça peut être beaucoup plus important s'il y a une vraie valeur au service qu'on va aller chercher derrière. Alors, une réaction sur le fait qu'effectivement, la cybersécurité doit commencer in-design sur les produits qu'on met sur le marché ? Tout à fait. Après, on est dans un monde où on va chercher à digitaliser beaucoup de process, à faire beaucoup de choses en ligne. Et aujourd'hui, on manque des outils de base pour que quelqu'un puisse s'identifier à distance. Il y a un règlement européen qui date de 2014, là, qui s'appelle eIDAS, qui devait donner lieu à un schéma d'identité numérique déployé dans tous les pays européens, interopérable, etc. Force est de constater que 4 ans après sa mise en œuvre, ça a un peu fait flop sur la partie identité numérique. Ça a très bien marché sur la partie signature électronique, où ça a permis d'harmoniser et de fabriquer un vrai marché intérieur. Sur la partie... Parce que c'était déjà structuré finalement sur la signature électronique. Alors, on avait déjà des tiers de confiance. C'est ça, mais il y avait une directive de 99 qui avait organisé le marché, mais pays par pays. Et le vrai drame, je vais dire, de l'Europe, c'est que c'est une fragmentation de petits marchés et que le combat de la Commission, c'est de fabriquer un grand marché du numérique. Et aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit en train de refaire sur l'identité numérique ce qui s'est passé sur la signature électronique. Et quand vous regardez sur la signature électronique, on a eu plein de petits acteurs assez rapidement qui ont été très forts dans chacun des pays. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le premier acteur de la signature électronique en Europe, c'est DocuSign, c'est un Américain. Malheureusement. Et justement, alors on a un pôle d'excellence en matière de cybersécurité. Il n'est pas très loin de chez vous, il est à Rennes. On y trouve le commandement cyber. C'est dans le militaire aujourd'hui qu'on a vraiment le plus de force en matière de cybersécurité en France ? Je ne crois pas qu'il faille concentrer ou imaginer que tout se passe au niveau militaire. On a d'abord un bel écosystème avec des très belles entreprises qui agissent sur la cybersécurité. Bien évidemment, une expertise, une excellence sur la partie militaire. On n'est jamais très éloigné. Parce que c'est plus régalien, parce que là aussi c'est déjà plus structuré. Oui, mais comme le disait Henri, vous n'êtes jamais très éloigné des sujets de renseignement. En vrai, quand vous traitez des sujets de cybersécurité, surtout si vous êtes si vous prenez l'état de la menace, qui vient d'États, de proto-États,
une autre partie qui sont les organisations criminelles, qui sont parfois avec des intérêts ou en tout cas des ramifications de proximité avec des États ou des proto-États. Mais en définitive, on est bien dans une évolution de la menace telle qu'on a pu le connaître, telle qu'on a pu la connaître avec des enjeux et des moyens conventionnels qui migrent progressivement vers des sujets numériques. Donc, assez naturellement, la défense s'est saisie très tôt de ces sujets et a développé une expertise. Pour autant, ce n'est pas un champ exclusif de la défense. Et elle peut avoir d'ailleurs... Comment on fait pour rassembler les acteurs privés autour de cette question de la protection des citoyens, parce qu'en fait c'est ça, hein, la cybersécurité aujourd'hui. On multiplie les pôles d'excellence, on les multiplie en Europe. Il y en a qui sont en train de se créer en ce moment même, hein, entre la France et l'Allemagne. Henri Verdier, vous avez un discours là-dessus avec la Commission européenne, enfin avec l'Union européenne. En fait, sous l'expression cybersécurité, on met plusieurs choses. Donc, c'est devenu aujourd'hui un théâtre d'affrontement des États. La prochaine guerre majeure commencera sans doute par une frappe cyber majeure. C'est-à-dire une panne d'électricité géante où toutes les banques se vident. Et donc ça, il faut être prêt à le détecter et à réagir. Et donc les armées des grands pays font très attention. La France, d'ailleurs, s'honore, je crois, d'avoir publié, c'est le premier pays qui l'a fait, sa doctrine de réaction militaire, et en prouvant comment elle respectera le droit international. Parce que, par ailleurs, c'est une guerre compliquée. On ne sait pas qui attaque, ça va très vite, c'est pas cher. Ouais. Et donc, l'application du droit international demande de réfléchir. Ensuite, il y a quand même une énorme cybercriminalité. Je pense que le sujet qui devrait tous nous préoccuper, tous là, c'est ce qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware. C'est quand même des choses qui doublent tous les ans en volume. On passe à la dizaine de milliards d'euros mondiaux. Ça va avoir un impact macroéconomique. Et puis enfin, il y a toute la petite fraude quotidienne, la petite usurpation d'identité, le mec qui pique les mails. Et donc déjà, on ne répond pas de la même manière à tout ça. Donc je pense qu'effectivement, la France est dans les grands pays en matière de construction d'une architecture de sécurité des infrastructures critiques. On a aussi innové en créant le concept de responsabilité des opérateurs d'importance vitale et des obligations pour ces opérateurs-là. Mais il reste l'énorme chantier effectivement du quotidien. Et on le disait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que toutes les PME, que tous les citoyens, que tous les collégiens sachent. Et quand je disais tout à l'heure, il y a une responsabilité du secteur privé, il y a bien sûr les grands problèmes, mais par exemple, il y a des choses qui sont exaspérantes. On devrait interdire de nous livrer des objets connectés dont le mot de passe par défaut soit admin. Et alors que 80% des gens ne vont pas changer le mot de passe quand ils reçoivent le truc. Ouais, et dans certaines machines, d'ailleurs, on ne peut même pas changer le mot de passe. Vous avez été également le directeur des systèmes d'information de l'État. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi qu'on vous devait France Connect, hein, cette plateforme qui permet de se connecter beaucoup plus rapidement et facilement. Quel est le niveau que vous avez constaté de risque et d'attaque sur l'État ? Oui, non, la plaisanterie qui me vient à l'esprit, c'est vu l'âge de nos systèmes, etc. Tous les hackers ne savent pas pénétrer dans nos systèmes. L'État, il a le triste privilège de fonctionner parfois sur des infrastructures qui ont 40 ans, avec des langages de programmation dédiés. Donc on avait beaucoup d'attaques en déni de service et autres choses comme ça. Enfin, non, il y a quand même des tentatives d'intrusion, de phishing ou d'attaques par milliers tous les jours. Mais globalement, on les contrôle. Mais il faut bien que les gens se rendent compte que ce qu'on regarde, c'est la jauge du nombre d'attaques. Hein. C'est pas « oulala, aujourd'hui, il y a une attaque ». C'est un flux constant. C'est constant. Par milliers par jour, par ministère. Avec des pics. Et de temps en temps, certaines sont techniques, graves et bien préparées. La plupart sont quand même plutôt pour voir si ça marche, quoi. Marc Norlin, est-ce qu'en fournissant des plateformes qui simplifient justement l'accès aux services, qui sont des services importants puisqu'on y laisse nos identités, et finalement, est-ce qu'on ne facilite pas aussi le travail des pirates ? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on va fabriquer d'autres typologies de fraude. D'accord, d'autres canaux pour accéder à des services, mais de toute façon, le fraudeur, quand il a envie de faire quelque chose, il va juste passer par là où la porte est la plus large pour lui et où il va avoir le moins de difficultés. On travaille avec beaucoup d'acteurs en France, des banquiers, des opérateurs télécoms, etc. Et on voit tout de suite que quand il y en a un à qui on arrive à faire remonter son niveau de protection contre ça, il est tranquille pendant un temps, parce que les fraudeurs, ils n'arrêtent pas de frauder, ils vont ailleurs.
D'accord ? Et la fraude en agence, la fraude en magasin, quand c'est de la téléphonie mobile, elle existait. Ils n'ont pas attendu d'ouvrir des boutiques en ligne pour être exposés à la fraude. Un opérateur mobile, ça perd une partie de son chiffre d'affaires, je ne vais pas dire significative, mais bon, ça fait quand même des montants importants pour juste des questions de fraude. Éric, Si je puis me oui, permettre, bien sûr. après, ce qui est Henri compliqué dans Verdier. une démocratie, c'est qu'on équilibre des valeurs contradictoires. Et donc, assurer la connaissance de l'identité de quelqu'un, ça évite des fraudes, ça évite des erreurs judiciaires, ça évite plein de choses. Mais en même temps, on a aussi un droit à ne pas s'identifier pour certaines choses. Et il ne faut pas construire non plus un monde délirant où on serait tracé en permanence, ou alors une erreur d'architecture profonde du système où tout serait stocké dans un truc central qui pourrait se faire voler en permanence. Donc en fait, la France, je crois, et notamment avec sa tradition d'informatique et liberté, elle cherche des solutions assez complexes et assez nuancées, mais qui balancent... Alors après, il y a des exemples ailleurs dans le monde. Je pense à l'Estonie, sur l'État plateforme, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'identité et qui est aussi un centre important pour la cybersécurité aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'on peut appeler de nos voeux à une politique commune, justement, en matière de gestion de la numérisation de l'État, Donc Éric répond. de l'identité numérique des citoyens et de la cybersécurité? Politique commune et unique. Éric Bothorel, vous avez déposé un rapport sur la stratégie européenne pour un marché unique numérique. Donc, je vais vous adresser la question. Non, mais je vais y répondre avec plaisir, mais c'est vrai que Henri pourra compléter ou amender. Ça n'est pas, là aussi, le sujet, j'allais dire, exclusif des débats européens sur la nécessité d'avoir une approche commune. Ce que je veux dire par là, c'est que la cybersécurité n'échappe pas au débat et aux différences de culture. Mais on n'a pas tous la même approche. Non, mais bien sûr, on n'a pas. Il y a des politiques défensives, il y a des politiques d'attaque, par exemple. Et puis on n'a pas la même histoire, et on n'a pas la même sensibilité, et on ne réagit pas aux mêmes choses, en tout cas avec les mêmes niveaux. Les pays d'Europe du Nord, manifestement, sur la haine en ligne, par exemple, pour quitter un peu le sujet de la cyber, mais c'est juste pour illustrer que sur ces enjeux, qui sont en fait des enjeux de société et qui trouvent leur traduction dans le monde numérique, sont aussi avec ces variations, ces variables, ces nuances qui sont des histoires différentes et qui composent aujourd'hui ce continent européen dont on souhaiterait qu'il puisse être, j'allais dire, un lieu où on aurait un marché unique numérique qui serait de taille et de dimension en capacité de pouvoir rivaliser. On pourrait avoir un OTAN de numérique. Est-ce qu'on pourrait avoir quand même une organisation ce que je veux dire par là, c'est que vous avez effectivement des pays qui font figure de bons élèves sur un certain nombre de sujets, d'autres... voilà, on n'a pas tous le même niveau. Et la question, c'est comment on a des pratiques en fait qui sont homogènes et coordonnées au niveau européen, bien plus que la nécessité de pouvoir se mettre à niveau les uns les autres. C'est le point. Par exemple, l'Estonie, c'est 800 000 habitants. Dans France Connect, il y a déjà 20 millions de Français. Donc on n'est pas sur la même échelle. Les systèmes ne peuvent pas être les mêmes. Mais la France pousse quand même à ce qu'il y ait une puissance européenne. Donc on pousse à une cyber task force commune, mais dans un principe de subsidiarité. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'elle nous empêche, nous, de nous défendre alors qu'on sait se défendre. Donc il faut juste qu'elle renforce ce qui en le demande et qu'elle contribue à coordonner un peu, mais sans affaiblir les sécurités nationales. Et de même, le président de la République, il y a 2 jours, en Lituanie, a annoncé qu'on va pousser une agence de protection de démocratie. Là, c'est plus pour sécuriser les processus électoraux et les attaques d'ingérence dans la guerre informationnelle. Donc, la France souhaite que l'Europe ait les moyens de sa puissance, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désarmer les nations. Alors je vais continuer le parallèle avec la vie non numérique, mais est-ce qu'on peut imaginer demain un principe de précaution dans le numérique ? C'est-à-dire qu'avant de sortir des outils, avant de les utiliser, il faudra qu'on s'assure que le citoyen est bien protégé. Marc Norlin ? Oui. C'est déjà le cas pour beaucoup de choses. Je veux dire, il y a... En France et en Europe, il y a pas mal de règlements ou de directives qui imposent pour certains usages que des outils soient qualifiés, certifiés, etc. L'ANSSI fait un boulot remarquable là-dessus. Et c'est déjà quelque chose qui est important de mettre en place et de renforcer très probablement. Bothorel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est l'inquiétude du moment. Vous avez raison de poser cette question parce que après la séquence du RGPD, on peut penser que parmi les vertus du RGPD, il y a eu parce que les entreprises se sont interrogées de la manière dont elles collectaient de la donnée, dont elles la traitaient. Finalement, il y a eu un effet
indirect qui a été de rehausser le niveau de cybersécurité des entreprises, quelle que soit leur taille, mais concernées par le RGPD et portant un regard sur ce qu'elles avaient pendant longtemps ignoré. Ça a été dur pour les entreprises, ça l'est encore. Ça l'est encore, mais ça a créé un niveau d'exigence effectivement supérieur. Mais quand on interroge l'ensemble de ceux qui se sont penchés sur la question, manifestement, ça a été une occasion, une opportunité de pouvoir réfléchir aussi aux enjeux de cybersécurité. Ce qui est inquiétant, ce qui est préoccupant, et ce sur quoi il faudra qu'on soit vigilant, c'est que l'épisode de confinement qui a nécessité que les entreprises se réorganisent, et notamment qu'elles donnent des accès à distance d'un certain nombre de leurs salariés, s'est fait non pas dans la précipitation, mais dans une forme d'urgence. Il ne serait pas totalement fou d'imaginer que certains n'ont pas pris toutes les précautions. C'est pas que la technologie n'est pas disponible pour rendre les choses totalement safe ou secure, mais c'est que c'est peut-être plus simple, comme le disait Henri, de prendre le premier équipement qu'elle a et de ne pas changer le mot de passe par défaut, le 000, le admin, etc. Il n'est pas improbable, il est même très certain qu'une partie de notre économie et des entreprises se soit rendue ainsi vulnérable à des attaques qui n'auront pas lieu maintenant, mais avec des systèmes dormants, qui se déclencheront le moment venu. Et Henri a parfaitement raison de rappeler la part croissante, en tout cas extrêmement forte, des ransomware. Une parfaite illustration avec une compagnie maritime, je crois que c'est le sujet le plus récent qui est arrivé il y a quelques jours à peine. Il y a très peu de sang sur Internet, mais il y a une criminalité en termes de dollars, d'euros ou autres crypto-monnaies. Il y a une autre décision qui pourrait permettre d'accélérer la cybersécurité chez les entreprises, c'est de rendre obligatoire la divulgation des attaques, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, maintenant, à partir du moment où j'ai subi une attaque, je dois la communiquer auprès du public. Moi, je trouve ça mettrait une nouvelle pression également. C'est une très bonne idée. En fait, on est un peu couvert déjà, parce que d'une part, le RGPD exige de communiquer à la CNIL les attaques qui ont volé des données personnelles, donc ça fait une partie des attaques. Les opérateurs d'importance... Enfin, c'est pas aussi exposé que de le faire de manière publique. Oui, c'est vrai, mais... Enfin, on doit aussi prévenir ses clients. Qui sont concernés. Ça devient public très vite. Ouais. Donc pour celles qui ont touché les données personnelles, on a le RGPD. Pour les opérateurs d'importance vitale, la CNIL, l'ANSSI, là aussi la loi exige de prévenir l'ANSSI. Sur votre question sur la sécurité, je voulais juste dire que il y a aussi une question de maturité numérique. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on fait faire le numérique avec beaucoup de décideurs qui comprennent rien au numérique. Alors que dans le monde numérique, en gros, les valeurs de l'open source, de la transparence quand elle autorise à avoir des regards critiques sur ce qu'on fait, de donner de l'autonomie à des équipes de gens qui savent faire du code et pas en leur évitant 20 chefs qui connaissent pas le code, etc. Ces valeurs-là, pour moi, sont une grosse partie de la sécurité. Et on a peut-être aussi à apprendre quelque chose du côté de la culture numérique, du politique, à part Éric Bothorel, du décideur, de l'énarque, du chef d'entreprise. Il faut arrêter. Les militaires, ils ne mettraient pas aux états-majors des gens qui ne sont jamais allés sur un théâtre d'opération. Et ben nous, aujourd'hui, on a des organisations qui sont dirigées par des gens qui ne sont jamais allés sur le théâtre d'opération. Alors, c'est certain que l'accélération de la transformation numérique pose cette question et qu'on a beaucoup de décisions finalement marketing ou d'usage et peut-être qu'on ne valorise pas assez les métiers du code et du développement. En tout cas, sur ce plateau, on en a déjà parlé. Marc Norlin, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on n'est pas encore assez technophile finalement Oui, je pense ça c'est une évidence. On le répète depuis que je suis petit, c'est comme ça. Oui, alors qu'on a l'impression que si, parce qu'on entend cette transformation numérique sur toutes les bouches de toutes les entreprises. Oui, et en même temps, on a une organisation très pyramidale de la société en France pour absolument tout. Ça nous date, c'est notre histoire qui est comme ça. Et ça se transfère dans les entreprises. Et vous voyez que très vite, des gens qui sont d'excellents codeurs, eh bien, s'ils veulent progresser, il va falloir qu'ils commencent à devenir petits chefs, et puis à s'éloigner de plus en plus de ce qui a fait. Avec des pertes de compétences, du coup. Ce qui a fait qu'ils étaient bons. Et on se retrouve avec des profils qui sont valorisés dans des entreprises qui ne sont pas forcément ceux qui devraient l'être pour je dirais, la bonne marche de la société. Vous êtes en contact avec des ambassadeurs du monde entier, de la France. Vous entendez cette préoccupation sur la cybersécurité ou ça reste un sujet pas énormément évoqué ? Non, c'est très évoqué. Alors peut-être on surpondère un peu les conflits entre États, parce que je vous dis,
Oui, parce que finalement, le gros de la menace, c'est peut-être pas. Non, mais en plus, on a pas quand même par un là problème, que ça c'est que le droit arrivera. international, il est quand même fondé au fond sur un concept de légitime défense. Et aujourd'hui, quand on vous attaque toujours à travers un troisième pays. Donc tout le monde a peur qu'un jour il y ait des conflits qui dégénèrent avec une erreur d'attribution. Donc tout le monde est extrêmement attentif, vraiment. La cybercriminalité, c'est plutôt des coopérations entre polices et les échanges d'informations ou de requêtes judiciaires, ça fonctionne à peu près, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un plan mondial pour éradiquer la cybercriminalité. Et là, il faudra peut-être un travail de diplomatie aussi pour faire émerger ce souffle. Et alors, je reviens à beaucoup plus local. Hein. Les mairies, les collectivités, les territoires, ils ne sont pas super équipés quand même pour se protéger aujourd'hui. Non, mais ça dépend lesquels en vrai. Et le sujet. Moi, quand j'assiste à des conférences sur la cybersécurité, j'entends beaucoup de DSI locaux dire « Moi, je n'ai pas les outils aujourd'hui pour lutter contre les ransomware, par exemple. » Moi, je pense qu'il faut que ce soit d'ailleurs dans les collectivités locales ou dans le monde de l'entreprise, il faut que les DSI reprennent un peu de pouvoir par rapport aux directions des achats. Le sujet, c'est la maturité, c'est l'acculturation au risque. C'est pas uniquement d'ailleurs quand on exerce. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure sur la formation et le niveau des uns et des autres sortis de nos écoles sur la manière dont on appréhende le sujet de l'hygiène numérique, de la sécurité. Je rajouterais assez volontiers, du coup, c'est un sujet qui est pour moi d'une actualité chaude autour de la culture de la donnée, qui n'est pas uniquement. Enfin, je pense qu'on ne réglera pas le problème simplement en mettant des modules de codage ou en apprenant le Python au lycée. On a aussi une façon d'appréhender l'immatériel qui doit aller un peu plus loin dans la granularité que de simplement pouvoir maîtriser quelques outils majeurs de développement. Ce sera déjà pas mal, disons. Non, mais ce serait déjà pas mal. Ceci dit, moi, je ne veux pas renvoyer à l'idée. Je veux pas qu'on reste sur l'idée que la plupart des collectivités seraient en retrait ou en retard. Vous savez, le problème des collectivités ou de l'État, d'ailleurs, et Henri en parlera beaucoup mieux que moi, c'est... mais il n'aura pas le temps tout de suite. C'est qu'on urbanise les systèmes d'information. Et l'urbanisation des systèmes d'information est, j'allais dire, d'un point de vue... dans son principe même, une difficulté majeure pour être très certain qu'on puisse rendre le système à niveau pour résister à des risques systémiques. Merci à tous. Oui, vraiment, c'est la fin de cette émission. On est sur l'éveil des consciences, je le sais. 24 minutes, c'est déjà pas mal sur ce sujet. Merci Eric Botorel, député LREM des Côtes-d'Armor, Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques, et Marc Lorlin, DG d'Ariadnext. Je vais y arriver. Juste après la pause, séquence loisirs, on respire avec notre rendez-vous Game Business consacré à l'e-sport. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. Ma rejointe, Guillaume Monteux, président de Gasmi, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Votre chronique cette semaine sur le business du jeu vidéo va s'intéresser à l'e-sport. Déjà, l'e-sport, on a tous un peu une définition différente, je crois. Quelle est la vôtre ? L'e-sport, c'est la pratique d'un jeu vidéo sur Internet ou sur des réseaux privés dans un objectif de compétition, pour être classé. On peut faire de l'e-sport seul ou en équipe, et ce à partir de n'importe quel support. Un Mac, un PC, une console et même un mobile. Un canapé, un fauteuil. De là où vous voulez. Déjà, dans les années 90, Nintendo avait compris que la performance était synonyme de vente. Pourquoi ? Parce que performance, c'est high score, un score à battre. Et quand vous êtes joueur, vous avez envie de battre ce record. Et pour battre le record, il faut acheter le jeu. Et Nintendo, donc dans ces années 90, a organisé des championnats du monde de jeux vidéo dans des grandes salles d'hôtel, pour mettre en lumière évidemment les champions, mais surtout mettre en lumière les high scores auprès du plus grand nombre pour que le plus grand nombre achète des jeux. Et ça a marché vraiment très très bien, puisqu'il y a énormément de ventes de Mario et de Tetris, objets de ces championnats du monde. Mais aujourd'hui, l'e-sport, c'est le réseau. Donc ça existe depuis, on va dire, vraiment une petite dizaine d'années. Et d'ailleurs, l'objectif de l'e-sport, c'est plus seulement de vendre des jeux, mais il y a tout un écosystème business qui s'est construit autour de l'e-sport. Bon, alors j'étais méchant, je disais canapé, fauteuil. C'est un vrai sport, aujourd'hui, l'e-sport. C'est une vraie question. Alors certains disent que non, c'est un peu comme les échecs, parce que dans l'e-sport, vous ne suez pas, il n'y a pas d'activité physique en tant que telle. Quoique. Mais d'autres disent que oui, parce que l'e-sport, c'est l'habileté, c'est le réflexe, c'est la concentration, c'est une certaine acuité visuelle que vous devez avoir. Moi, ce que je dis, c'est que
il y a des valeurs communes entre le sport et l'e-sport, notamment l'engagement, l'entraînement, le dépassement de soi. Et autour de ça, il y a l'équipe, la valeur et l'esprit d'équipe. Alors je dis quand même que, en termes de valeur, le sport et l'e-sport se ressemblent quand même pas mal. Vous pouvez faire de l'e-sport si vous êtes grand, si vous êtes petit, si vous êtes gros, si vous êtes maigre. La mesure, on va dire... C'est mixte aussi ? C'est mixte, absolument. Une femme peut très bien battre des hommes. La mesure de la performance, c'est l'APM, le nombre d'actions par minute que vous êtes capable de faire. Et les joueurs professionnels font 200 APM. C'est-à-dire que vous faites plus de 3 actions par seconde. Alors le faire pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, mais pendant des heures, vous imaginez la performance. Et d'ailleurs, le record du monde de l'APM, c'est sur le jeu StarCraft 2, et on est à 600 APM. Vous vous rendez compte ? Alors, les politiques aussi ont répondu à votre question, puisqu'ils octroient des visas pour aller dans les conventions, pour aller dans les événements, de la même manière aux e-sportifs qu'aux sportifs. Voilà autant d'éléments pour répondre à votre question. Alors, qu'est-ce que ça représente en termes d'audience ? Alors, le marché. Un marché global de plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Vous voyez, c'est gigantesque. Si on le compare aux 160 milliards que fait l'ensemble du jeu vidéo dans le monde, vous voyez le potentiel, entre guillemets, de l'e-sport. Mais ce qui est rigolo, effectivement, c'est de regarder le nombre de spectateurs, puisqu'il y a 450 millions de spectateurs d'e-sport dans le monde. C'est plus que la F1. Vous voyez l'importance, le potentiel et l'importance de l'e-sport dans le monde. En termes d'e-sportifs, on compte environ 15 000 professionnels de l'e-sport dans le monde, plus d'un tiers aux États-Unis, mais la France n'est pas en reste, puisqu'on compte presque 1000 e-sportifs professionnels dans notre pays. C'est pas mal. Et les jeux phares de l'e-sport ? Alors regardez la slide suivante. La slide suivante est classée suivant 3 tiers. Les jeux les plus joués sont en tiers 1, les jeux les moins joués sont en tiers 3. Enfin, en tout cas, dans cette liste. Là, on va tendre une idée, c'est-à-dire que les jeux en e-sport les plus joués ne sont pas du tout les jeux sportifs, ne sont pas du tout les jeux de foot. Les jeux auxquels on va jouer, c'est Dota 2, c'est Counter-Strike, c'est Rainbow Six, et puis évidemment, c'est LoL. League of Legends. League of Legends, absolument. Bien sûr. Comment s'organisent les compétitions ? Est-ce qu'on peut comparer justement aux compétitions sportives classiques, traditionnelles ? Quelque part, oui. Elles s'organisent de manière assez classique. Alors, hors période de pandémie, évidemment, alors plus dans des salles de convention, mais dans des énormes stades où les équipes sont sur des scènes et mises en scène devant un nombre de spectateurs à faire pâlir les plus grandes rockstars. Et parallèlement à ça, sont diffusées par des plateformes de streaming telles que Twitch. Alors, dans le business, il y a une différence fondamentale entre le sport et l'e-sport, puisque dans le sport, l'inventeur du handball, du tennis et du foot ne va pas réclamer des royalties à qui que ce soit. Dans l'e-sport, l'éditeur est l'ayant droit du jeu. Donc son rôle va être central, et d'ailleurs, il va capter une bonne partie de la chaîne de valeur. Regardez dans ce slide, qui est un peu compliqué, que j'ai déjà essayé de simplifier. C'est bien, bravo. La chaîne de valeur de l'e-sport. On va aller de gauche à droite. Il y a des joueurs professionnels qui se syndiquent en équipe, qui jouent à des jeux vidéo, et il y a des compétitions, il y a des ligues qui organisent des compétitions de ces jeux vidéo physiques. Et ces matchs sont diffusés, encore une fois, par des plateformes, et notamment Twitch. Il y a 2 acteurs, entre guillemets, qui sont assez fondamentaux et qui nourrissent la chaîne de valeur. Ce sont les marques qui vont sponsoriser les équipes, en adossant leur logo sur les t-shirts ou sur les équipements des équipes. Elles vont sponsoriser les événements physiques et elles vont diffuser leur publicité au sein des plateformes lorsque ceux-ci regardent les matchs en direct. Et le deuxième acteur qui nourrit la chaîne, ce sont les fans. Les fans qui vont donner des dons, faire des dons aux joueurs. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans une chronique précédente. Les fans qui vont acheter du merchandising des équipes pour supporter leurs équipes, qui vont acheter des jeux vidéo, qui vont acheter des DLC, qui vont acheter des places de spectacle, qui vont acheter du merchandising et qui vont aller regarder leurs matchs sur Twitch et donc consommer de la publicité. Et bien sûr, il y a aussi la juste contrepartie de tout ça qui est reversée aux équipes
et aux joueurs. Bon, la semaine prochaine, je compte sur vous pour parler des stars et de Kayane, ma copine. avec Merci grand plaisir, Guillaume Delphine. Monteux, président de Gatsby. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. À suivre 4 jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.